power. Alors, Marco Mora, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du syndicat des quartiers populaires de Marseille pour notre émission Dépister la Marseille solidaire qui s'est un petit peu exportée. On est allé voir les copains d'Argenteuil la semaine dernière et aujourd'hui, on va à Naples avec toi pour essayer de tisser des liens non seulement entre les collectifs militants marseillais, mais aussi entre les villes méditerranéennes qui, en ce moment, faisons une expérience similaire du confinement, d'une épidémie sanitaire et d'une réaction solidaire, sociale, politique un peu partout en Méditerranée et dans le monde. Alors, tu es activiste, tu es militant dans un centre social napolitain, dans le centre-ville de Naples, dans les quartiers populaires napolitains, qui s'appelle l'ex-OPG, l'Hospital Psichiatrico Giudiziario, l'hôpital psychiatrique judiciaire. Vous l'avez, c'est un lieu, un immense lieu que vous avez repris en 2014-2015, si je ne me trompe pas, et vous en avez fait un centre social autogéré. Pour précision, ce n'est pas comme les centres sociaux français qui sont des institutions financées par les pouvoirs publics, mais c'est un lieu militant où des bénévoles s'activent tous les jours pour créer de la solidarité de quartier. Vous avez également d'ailleurs votre émission, je le cite, on peut aller voir sur la page Facebook de l'ex-OPG votre journal télé, et aussi vous avez ouvert une radio qui s'appelle Radio Quarantena, qui a une page Facebook aussi et que j'invite tout le monde à aller voir. Alors Marco, est-ce que tu peux déjà nous décrire un petit peu qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre centre social avec l'ex-OPG et à Naples? Qu'est-ce que vous faites pendant ce confinement? Donc, merci à toi pour m'avoir invité à parler à cette émission. Et donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments, Alex, au PSG? Donc, bien évidemment, c'est un moment très difficile où on ne peut pas vraiment se mobiliser comme auparavant. Où ce qu'on a décidé de faire, c'est surtout de centraliser, de créer des outils, des instruments pour centraliser les informations et les demandes de soutien. Alors, on a créé tout de suite des téléphones verts sur plusieurs sujets, c'est-à-dire, par exemple, un service de téléphone vert pour dénoncer les violences, les abus, les irrégularités dans le monde du travail dans ces moments de crise sanitaire. Et donc, mais on va peut-être en parler après. Après, on a créé une ligne téléphonique encore pour dénoncer les spéculations sur les prix des biens essentiels et alimentaires, parce qu'il faut savoir qu'en Italie, dès le début de l'épidémie, il y a eu une spéculation des marchands, disons, à partir des épiceries, des magasins de biens alimentaires jusqu'aux pharmacies, je pense que ça s'appelle comme ça en français, les pharmacies. Par exemple, tous ceux qui étaient les gants à latex ou bien les masques et tout ça, ça a augmenté énormément de prix. Alors voilà, on a activé tout de suite un service pour recevoir disons, les délations, on pourrait dire comme ça, en utilisant un mot un peu, disons, pas trop cool, mais effectivement, c'est des délations populaires contre les spéculations. Voilà. Et nous, on a agi un peu comme un service de défense, de contrôle populaire sur les prix, sur ce qui se passe dans le monde du travail et finalement aussi un service téléphonique pour dénoncer les abus des hommes sur les femmes parce que bien évidemment, on est tous obligés à rester à la maison dans ces moments. Donc, beaucoup de contradictions qui font partie de la société patriarcale dans ces moments explosent et sont bien plus évidents qu'auparavant. Alors, voilà, là où on ne peut pas vraiment arriver directement, nous, parce que dans ces moments où la circulation est plus difficile, où la mobilisation est plus difficile, où les réseaux sociaux sont limités, la communication sociale est limitée aux moyens virtuels, disons, de communication ou bien téléphonique. Voilà, on a essayé de faire une campagne d'information, de propagande massive pour diffuser, pour diffondre voilà, ces numéros et nos activités. Et une dernière activité téléphonique, un service téléphonique, c'était le service de distribution de colis alimentaires pour les classes populaires les plus démunies. Donc, voilà, 4 centres services téléphoniques
une campagne d'information voilà, d'information pour diffondre cette initiative sur les journaux locaux qui nous ont voulu donner la visibilité sur les médias, sur les social networks et tout ça. Et on a reçu pas mal d'appels à chaque service téléphonique. Disons, chaque ligne, différemment, ils sont arrivés parmi les 500 et les 1000 délations ou bien dénonciations dans chaque secteur d'intervention. Et du point de vue de la mobilisation, là, on essaye aussi de retourner dans les rues, de rompre les confinements, de rompre, on peut dire comme ça, non? Oui, de s'en ficher du confinement en se mobilisant pour une campagne politique qui revendique un revenu social universel. Parce que dans ces moments, la chose la plus vraiment grave, c'est l'indifférence des institutions face aux millions de travailleurs à noir qui remplissent les quartiers, les centres historiques, les quartiers populaires, les périphéries de nos métropoles au sud, des grandes villes du sud, mais aussi du nord. Le phénomène du travail à noir compte des millions de travailleurs au sud. Voilà, c'est notamment quelque chose qui arrive au sud, dans les campagnes agricoles avec les migrants, mais aussi dans les grandes villes avec les jeunes comme nous, qui, parmi les gens qui ont 20, 30 ans, aussi les gens diplômés, aussi les gens cultivés sont obligés à travailler dans les bars, les restos parce qu'il n'y a pas de travail. Ils travaillent 40 heures par semaine pour 600 euros par mois à noir, et dans ces moments, ils n'ont pas de soutien de la part de l'État, ils n'ont pas de revenus, et l'État est complètement indifférent. Ça alors, arrive aussi au nord. Tu parles de cette question du travail au noir, qui dans les banlieues, les périphéries populaires françaises, ou dans une ville comme Marseille, on a un petit peu la même problématique qui s'est révélée évidemment au grand jour avec la crise sanitaire qui a créé le confinement et une crise sociale derrière. Cette économie-là est figée. À Naples, souvent, on parle de welfare napolitain pour décrire en partie la capacité d'organisation informelle, y compris des collectifs militants, de faire tenir en fait la ville debout. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, de manière générale, comment est-ce que les collectifs font tenir la ville de Naples, comment les centres sociaux font tenir la ville de Naples avant le confinement, pendant le confinement, quel travail c'est pour vous, qu'est-ce que vous faites à la place des pouvoirs publics en fait? Alors, en fait, je pense que ça vaut la peine de dédier 2 minutes à l'histoire de l'activité des centres sociaux en Italie. Parce que ce n'est pas une histoire qu'on a inventée, nous, dans les dernières 10 ans. C'est une histoire qui s'est énormément développée dans les dernières 10 ans, pour des raisons sociales, économiques, politiques très spécifiques. Donc, les centres sociaux naissent dans les ans 90 en Italie et sont l'avant-garde du mouvement altermondialiste et non global en Italie. Ce sont des endroits dans les années 90 où des activistes commencent à faire des activités pour des secteurs sociaux marginalisés ou bien particulièrement exploités, ou bien pour défendre des droits particuliers. Par exemple, les étudiants, les travailleurs, les migrants, les travailleurs à noir et tout ça. On crée des cantines populaires, on fait des occupations pour pour créer dans des bâtiments occupés des habitations, des maisons pour les gens qui peuvent pas, les familles qui ne peuvent pas payer du loyer et tout ça. Et tout ça, disons, a créé une culture, la culture du centre social, donc la culture du militantisme par les bas, de l'activisme social, de la solidarité populaire, et aussi de ce qu'en Italie on appelait l'auto-revenu social, c'est-à-dire on crée de la revenu, de la richesse, avec de l'autoproduction, avec des occupations qui devenaient des services gratuits, bien évidemment, mais parfois qui pouvaient aussi être des services avec des prix populaires pour créer des revenus pour les activistes ou bien pour les jeunes qui n'avaient pas de travail.
c'est-à-dire il y avait une culture très riche, aussi très différente internement dans de soi-même. Donc tout ça a été hérité par les mouvements étudiants des années 2009, 2010, 2011, où en Italie, on a commencé à se révolter contre les mesures, contre les politiques d'austérité, contre l'appauvrissement des prolétaires, mais aussi des classes moyennes pendant la dernière crise, celle de 2008, 2009 et tout ça. Et on s'est révolté contre les réformes qui privatisaient les universités, qui précarisaient le travail cognitif et les chercheurs, qui coupaient des postes de travail dans les écoles, qui créaient des salles, des classes scolaires de 30 étudiants où, bien évidemment, il y avait moins de personnel disons, scolaire et donc plus d'étudiants dans chaque salle à l'école. Donc, voilà, c'était un mouvement compliqué, riche, qui a redécouvert la culture des centres sociaux et beaucoup de collectifs étudiants ont commencé à occuper des endroits. Nous, on ne les loue pas, les endroits, on les occupe. On les occupe et on s'est fait frapper par les flics parce qu'on a découvert pendant ces années-là qu'on avait une puissance sociale tellement grande, tellement qui débarquait, tellement les confinements imposés par les institutions et par les droits qu'on pouvait résister voilà, à la répression. Et on est arrivé à occuper beaucoup d'endroits. Qu'est-ce qu'on fait dans ces endroits? Oui, tu peux me dire quelque chose? Oui, non, mais je me disais, parce que du coup, c'est une grande différence qu'il y a réellement avec la France, cette expérience des centres sociaux qui malheureusement n'est pas connue de tout le monde en France. Je me dis que cette expérience-là, elle vous permet évidemment de pouvoir vous appuyer pendant cette période de confinement et de crise sociale sur toute cette pratique d'auto-revenu social, comme tu dis, et du coup de pouvoir intervenir beaucoup plus rapidement. Alors, à Marseille, on a une expérience d'auto-organisation des collectifs de quartier qui est extrêmement forte, peut-être beaucoup plus forte que dans la plupart des villes de France, et pas non plus à ce niveau-là. L'exemple du McDo réquisitionné, tu étais avec nous dans l'émission avec Kamel la semaine dernière, c'est justement quelque chose qui va tout le temps vers ça. Et en même temps, vous arrivez toujours en Italie, et notamment Alex Opigi, à faire le lien entre ce travail d'autogestion solidaire de quartier et aussi interpellé politiquement. Et tu parlais tout à l'heure du téléphone que vous avez mis en place pour les travailleurs, pour les dénonciations populaires que vous avez mis en place. J'ai l'impression que c'est un bon exemple justement de comment se soutenir entre travailleurs pour défendre ses droits. Et en même temps, vous faites à travers ça aussi un travail politique, un travail réellement de dénonciation politique. Est-ce que tu peux revenir Oui. sur cette dénonciation politique et cette articulation entre ces deux niveaux? Oui, alors, bien évidemment, la pratique elle-même de l'occupation est liée à un travail politique de création du consentement social. Parce que quand on va occuper un endroit de l'État, la condition par laquelle on arrive à rester dans cet endroit, c'est comment dire, convolgere, d'emmener les gens du quartier à s'approprier de l'endroit, à faire dans cet endroit un lieu de solidarité, on l'appelle mutualisme, c'est-à-dire de créer un réseau de welfare autonome, autogéré, où il n'y a pas seulement des services sociaux qui sont offerts aux gens, tels que, par exemple, un théâtre populaire de l'ex-OPG, un centre de soutien légal des migrants pour les permis de séjour et des travailleurs en noir. Donc, on a des avocats volontaires, bénévoles qui soutiennent des travailleurs en noir, ou bien un ambulatoire avec des médecins qui font gratuitement des visites aux gens et tout ça. Mais là, on va créer dans ces endroits vraiment une participation de la population. Donc, quand il y a la population qui s'approprie, voilà, l'État a du mal à utiliser la force pour te virer voilà, de cet endroit. Et ça, d'un certain point de vue, c'est déjà de la politique. C'est de la politique du consentement. Bien évidemment, il faut faire de l'information, il faut faire de l'enquête
dans les quartiers, demander aux gens de quoi avez-vous besoin, à quoi vous serez disposé, quoi vous serez disposé à faire pour résoudre vos problèmes et tout ça. Donc, enquête de les quartiers, organisation bien évidemment d'un endroit, d'un espace social et tout ça, mais aussi organisation de manifestations, de lutte sociale où les gens peuvent manifester directement leurs besoins concrets et face aux institutions, avant tout aux institutions locales. Par exemple, quand on a occupé l'ex-OPG en 2015, disons, une des premières choses qu'on a fait, c'était bien évidemment faire une enquête dans les quartiers, donner des flyers pour sensibiliser, informer des gens et tout ça. On n'était pas idéologique. On était des gens du peuple qui faisaient s'auto-organiser pour répondre aux besoins du peuple avec les peuples. On n'a jamais été idéologique, on n'a jamais été, disons, politique dans le sens voilà, strict du terme. Mais on était déjà en train de faire de la politique, c'est-à-dire de créer du consentement et de la conscience. La conscience qu'en s'auto-organisant, en se réappropriant des instruments et de l'initiative sociale directe, on peut déjà changer le monde dans son propre petit espace. Et donc, je termine juste, je finis juste cet exemple. Une des premières choses qu'on a fait, c'était organiser les quartiers pour faire des présides hors de la mairie pour mettre un feu rouge dans une rue du quartier où il n'y avait pas de feu rouge et où c'était dangereux pour les gens, bien évidemment. Alors, les gens se sont réellement mobilisés et ont vu que ces gens-là qui ont occupé cet endroit pour les peuples faisaient des choses pour eux. Et là, ce qu'on a créé, c'est un sentiment d'autonomie. C'est-à-dire, nous, on est le peuple. Là, il y a les institutions. Nous, on s'organise pour presser, obliger les institutions à répondre à nos besoins. Et alors, du coup, là, maintenant, en période de confinement, cette stratégie de pouvoir à la fois être sur des choses extrêmement concrètes, cette histoire du feu rouge qui est un symbole très important, en effet, de l'ex-OPG, et en même temps faire du politique. Il y a cet exemple-là dont j'aimerais que tu nous parles du téléphone rouge sur les questions de travail. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement, l'accueil téléphonique des gens, les conseils, j'imagine, que vous donnez sur les questions de droit du travail, et comment est-ce que vous transformez ça? Parce que c'est une question que beaucoup de collectifs militants marseillais se posent en ce moment. Comment est-ce que vous transformez ça en interpellation politique, en enquête militante et en interpellation politique? Donc, alors, cet instrument, le téléphone rouge, on l'appelait comme ça parce que les rouges, c'est un couleur symbolique, disons, nous a permis de faire une enquête avant tout dans les lieux du travail pour comprendre, pour, disons, créer une espèce de topographie des abus patronales, disons comme ça. C'est-à-dire une cartographie, disons, non où les patrons font des violences, où les patrons ne respectent pas des protocoles de sécurité, quels sont les comportements des patrons dans ces moments et quelles sont les réponses des salariés. Donc, avant tout, on a découvert que dans la plupart des gens qui nous ont appelés, donc dénonçaient d'être obligés à travailler sans conditions sécuritaires minimes, quoi. Sans aucune condition de sécurité ou bien dans des conditions vraiment insuffisantes. Il y a eu des cas où des call centers pouvaient utiliser du télétravail, mais ils n'utilisaient pas parce que les patrons disaient qu'il fallait contrôler sur place les ouvriers pour les exploiter au mieux parce qu'ils étaient plus productifs sous les yeux du contrôleur. Tu vois, il y a eu, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a recueilli tout ça. Là où c'était possible, on a créé des connexions, des liens parmi les cadres syndicaux qui suivent notre réseau national, Potere al Popolo, et les travailleurs sur les postes de travail. Donc là, il faut dire que nous, on a eu un développement qualitatif énorme avec
la création de potere al popolo, parce qu'il nous a permis de créer un réseau national et d'avoir aussi une visibilité institutionnelle de quelque façon, qui va quand même être par les bas. Mais les rapports avec les institutions, les rapports politiques, c'est quelque chose d'important. Donc, en perspective, qui nous a permis de faire beaucoup de choses en plus. Nous a permis, par exemple, d'avoir plus de pouvoir auprès des institutions locales quand on allait dénoncer formellement comment dire, les signalations des salariés qui nous signalaient, disons, les irrégularités et tout ça. Après, on a fait aussi des campagnes de contre-information, c'est-à-dire publiquement sur nos réseaux sociaux et sur les médias et tout ça, on a dénoncé les scandales évidents des usines où il y avait, par exemple, 1300 ouvriers salariés qui continuaient à travailler, même après les décrets du gouvernement qui empêchaient la production non essentielle. Eh bien, il y a eu plusieurs usines. C'était des dizaines de milliers d'usines. J'ai fait une enquête avec Radio Quarantena. C'était 30 000 usines ont continué à produire, même contre les décrets du gouvernement, parce que dans leur production, il y avait des petites parties qui étaient fonctionnelles aux productions essentielles d'autres entreprises, ou parce que, voilà, du genre qu'il y avait des usines avec 30 ouvriers salariés sur des productions essentielles, 1200 salariés sur des productions non essentielles. On s'en fout, on fait une autre déclaration au préfet, comme prévu par les décrets. On dit qu'on produit des trucs essentiels, on continue à produire tout. Et donc, voilà, ces usines, il y en a eu des dizaines de milliers, tout ça avec la complicité du gouvernement, bien évidemment, qui était pressé par les MEDEF. Donc, on a dénoué, on a montré à tout le monde qu'il y avait effectivement des scandales qui s'est passé en Italie, de la complicité parmi les MEDEF et les gouvernements et les préfets, bien évidemment, qui ne faisaient rien face aux signalations des syndicats et de notre réseau national pour arrêter tout ça. Créer du réseau de ce genre, c'est très important. C'est-à-dire, ça nous a permis, les téléphones rouges nous a permis d'augmenter nos réseaux dans les postes de travail, mais aussi dans les syndicats. Et bien évidemment, en perspective, créer un mouvement large, un front du travail large avec des ouvriers, des syndicats, des forces politiques, des collectifs et tout ça, c'est quelque chose de très important en ce moment de crise économique. Merci beaucoup, Marco. Je crois que c'était super intéressant parce que c'est pour ça aussi que je voulais qu'on ait cet échange Marseille-Naples, parce qu'il y a évidemment des choses qui font écho. Pour nous, l'expérience actuelle, depuis 1 an et demi, des collectifs citoyens qui, quartier par quartier, développent une auto-organisation qu'on n'avait pas connue jusque-là. Et l'expérience immédiate, la récente, que ce soit du McDo réquisitionné, des collectes alimentaires par des collectifs de quartier à Maison-Blanche, à Noailles, à Plandau, etc., mais aussi celle du marché rouge qui s'organise à Marseille. Il y a plusieurs expériences comme ça qui se développent. J'oublie évidemment d'en citer beaucoup. J'espère qu'on va pouvoir se retrouver en réel aussi pour échanger au niveau méditerranéen. J'ai peut-être une dernière question. Tu parlais de mouvement populaire. Évidemment, c'est une question que tout le monde se pose. Comment est-ce qu'on sort de cette crise sanitaire? Comment est-ce qu'on sort aussi de l'expérience de solidarité qu'on a acquise? Comment on sort d'un moment qui, mondialement, nous est commun? Peut-être des premières fois dans l'histoire de l'humanité qu'on vit un moment mondialement aussi commun. Cette question du confinement, plus de la moitié de la planète la vit en même temps. Comment est-ce que vous voyez, vous, à Alexopédie, à Naples, l'avenir politique, social de nos structures militantes et de la vôtre, évidemment? Donc, l'avenir, c'est dur, c'est difficile. C'est une phase historique terrible pour tous, c'est clair. Et là, je pense qu'il faut continuer à généraliser, à étendre avant tout nos réseaux sociaux avec des centres des occupations
occupations partout, des centres sociaux autogérés partout, et essayer aussi de faire, de développer ce réseau social dans un sens de contre-pouvoir, c'est-à-dire de faire de la pression de plus en plus sur les institutions, aussi de façon conflictuelle, et aussi d'essayer d'entrer dans ces institutions locales. Parce que les institutions locales nous permettent de développer une initiative encore plus riche au niveau aussi social. C'est-à-dire, il faut expérimenter, je pense, et c'est sur lequel on est en train de réfléchir, une dialectique, une relation intime entre l'auto-organisation sociale et la gestion de l'administration locale directement. Comment on peut faire ça? C'est difficile. Il faudrait créer un mouvement. Mais c'est sûr, une chose c'est sûr. Il faut se préparer, il faut créer du réseau, il faut occuper, il faut créer des activités de solidarité pour être préparé au moment où les mobilisations sociales explosent. Et alors, dans ces moments de mobilisation sociale explosifs, il faut utiliser son propre réseau pour assauter, pour conduire l'assaut, pour conduire, disons, l'attaque dans les corps du pouvoir local. Je pense que c'est ça. Sans les mouvements sociaux, les mobilisations de masse, on peut pas trop faire. On peut pas faire, voilà, on peut pas changer le monde. On peut créer des espaces de liberté, d'émancipation. Ça, c'est la base. Mais après, il faut changer le pouvoir lui-même. Merci beaucoup, Merci. Marco. Merci à Passionnant. toi. Merci à toi et à tous et à toutes les activistes marseillais et marseillaises. Eh bien, on se voit bientôt, je pense, sur le terrain. À très bientôt, ouais, carrément. J'espère. Merci J'espère. beaucoup et bon courage D'accord. et tout notre soutien aussi aux militants napolitains et au quartier populaire napolitain. Merci, bonjour, au revoir à tous et à toutes de la part de tous les camarades de l'ex-OPG. Merci. Merci, bon courage à vous.